mes amis de Contretemps. Bonjour Daniel. Bonjour Gérard. Bonjour Emmanuel. Bonjour Gérard. Bonjour Frédéric. Bonjour Gérard. Bonjour Christian. Je vais commencer par la lecture d'un courrier que j'ai reçu à votre sujet. Alors ça dit la chose suivante. Bonjour maître. Maître, c'est moi. Comme vous l'auriez oublié. Toutes mes félicitations pour cette magnifique émission que je qualifie d'humaniste et qui rend fier d'être martiniquais. Échanger avec autant d'humilité et d'intelligence sur la mémoire utile, comme le disait Emmanuel de Rênal, constitue un brillant hommage à mon ami Roger de Jaham. Avec lui, nous avions de véritables fous rires en commentant l'actualité à l'époque où je n'avais que 30 ans. J'aimais ce Martiniquais qui me rappelait mon grand-père, un blanc créole, dont le langage de vérité sur notre société martiniquaise restait sans phare. Bravo et bon dimanche. Cette émission est mémorable. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais aujourd'hui, Frédéric va nous parler du partage de la valeur sur le marché alimentaire. Christian de Cap-Nord à Paris, l'épopée de Le Nord et Montesquieu Paris, on verra ça. Le 25 mai 1802, Joseph Ignace choisit la mort plutôt que la reddition face au rétablissement de l'esclavage en Guadeloupe. Sujet très important. C'est Daniel. Pourquoi les 80 ans de la départementalisation de 1946 ont-ils été si peu commémorés? Je ne sais pas, quoi qu'on était départementaliste, la mère patrie, silence radio. Emmanuel va décrypter ça. Léon XIV demande pardon, l'Église reconnaît sa complicité dans l'esclavage. C'est pas un sujet si simple. D'ailleurs, il fera l'objet certainement d'un deuxième volet. Je te l'expliquerai plus tard, après que tu aies traité cet aspect. Prospective financière 2026-2030 de la Martinique. Emmanuel, sur un texte de la collectivité, de la culture. Bordeaux au XIIIe siècle, le commerce atlantique et l'esclavage. C'est-à-dire que vous vous promenez dans ces rues de Bordeaux, de Paris, vous dites, mais où est-ce qu'ils ont pris le pognon pour faire ça? Et Daniel va nous expliquer ça. Musique avec Christophe Chassol, alors ça, c'est une... Restez jusqu'avec nous, c'est une explosion. Et avec un tel menu, je vous assure que vous allez vous régaler. Jingle. Pas d'introduction de ma part, simplement le nom de l'article, le partage de la valeur sur le marché alimentaire. À toi, Frédéric. Oui, c'est un vaste sujet, le partage de la valeur, qui est en fait le partage du coût de revient, du prix, du tarif de l'alimentation. Quand on regarde le paysage, on voit que nous sommes autour de 350 000 exploitations aujourd'hui en 2026, exploitations agricoles, contre 5 ou 6 centrales d'achat. Donc déjà, on a une idée de ce rapport de force qui n'est pas forcément en faveur des fournisseurs, des agriculteurs. Mais c'est un sujet qui permet de nuancer les réalités, puisque autant cette grande distribution, ces centrales d'achat peuvent obtenir une marge nette par élément, par produit de 1 à 3%, ce qui semble très peu, autant on comprend mieux la dynamique qui est celle du volume, de la distribution massive et donc du bénéfice tiré, mais qui n'est pas un bénéfice qui est nécessairement tiré par le distributeur, les derniers maillons de la chaîne, ni un bénéfice tiré par les producteurs, les premiers maillons de la chaîne, mais qui est une sorte de bénéfice tiré d'une énorme chaîne logistique qui est très coûteuse et qui fait que finalement, on se demande qui est vraiment gagnant dans tout cela. Quand on voit le rapport de l'autorité de la concurrence de 2026 qui s'intéresse avec les événements, mais aussi je pense que c'est la logique de l'histoire, puisque c'est un système, le marché alimentaire est un système concentré, c'est un système mature, donc il se concentre. Eh bien, on se rend compte qu'aujourd'hui, des grandes plateformes, je ne vais pas en citer qu'une, il y a Leclerc, Carrefour, Concordis, Inter, Auchan, Casino, se concentrent. Et l'autorité de la concurrence de 2026 a dans son viseur Aura, la plateforme Aura, qui concentre Intermarché, Auchan et Casino pour étudier leurs pratiques concurrentielles. Il faut parler de deux lois, la loi Macron de 2015 qui oblige désormais les centrales d'achat à communiquer au-delà d'un certain seuil leurs accords d'achat
pour la protection du consommateur, et également la loi de 2018, qui est la loi Egalim, et qui, elle, impose des bilans de concurrence qui ne sont plus des avis uniquement consultatifs, mais des avis qui ont force d'exécution. On a vu que l'autorité de la concurrence, même en Martinique, prend des décisions importantes. Et on a ce courant, si vous voulez, de l'État qui cherche à encadrer davantage. Et quel est derrière l'objectif? C'est que ces accords d'achat, ces centrales, je vous ai parlé d'Aura, mais je peux vous parler à l'échelle même européenne, puisque maintenant ces centrales se concentrent pour mieux négocier, pour mieux tirer leur épingle du jeu, pour avoir des tarifs plus intéressants. Ces centrales d'achat négocient sur un volume très massif, très important, pour pouvoir ensuite redistribuer avec l'argument d'avoir le prix le moins cher. Donc, quand ces accords d'achat sont très importants, on peut parler d'Everest au niveau européen, on peut parler d'Aura, mais il n'y a pas que, il y a aussi d'autres plateformes comme Concordis. Eh bien, ce sont aujourd'hui des sujets qui sont encadrés. Le prétexte étant le consommateur final, l'État regarde en amont et en aval quel est le bénéfice réel pour le consommateur final. À terme, ces centrales d'achat, je vous l'ai dit, les participants sont de moins en moins gagnants, les distributeurs aussi. J'espère que ça fera la lumière, ces rapports, sur pas forcément les vraies marges, mais une plus grande transparence, d'une part. Et d'autre part, on a un modèle alimentaire français qui, se concentrant de plus en plus, est beaucoup remis en question, va sans doute évoluer, et pas du fait de grandes théories, mais du fait d'une réalité économique, c'est qui en sortira véritablement gagnant, sans parler de notre Martinique qui infère des coûts d'approche très importants, des frais de port très importants, une valeur agricole qui est la même que celle que j'ai mentionnée, mais avec en plus tous les coûts inhérents. Donc, quid de notre futur et de notre grande distribution, et surtout de nos habitudes alimentaires sur le long terme. Les pratiques commerciales des enseignes de supermarchés entravent la transition écologique, dénonce un rapport s'appuyant sur des témoignages anonymes de cadres du secteur agroalimentaire. Selon ces insiders, c'est-à-dire ceux de l'intérieur, la pression sur les prix dégrade la qualité de l'offre alimentaire. Citation, « Nous avons vu dans nos entreprises des recettes appauvries, de l'eau ajoutée, des ingrédients remplacés par des additifs, des approvisionnements déplacés vers des pays plus lointains ou avec des normes de qualité plus basses. Tout ceci pour répondre à la guerre des prix. En fait, c'est mon commentaire, rien dans la vie n'est bien simple. » Cap Nord à Paris, Christian, vas-y. C'est une démarche assez novatrice, je pense, qu'une communauté d'agglomération mobilise les maires, quoi. Il y avait le maire du Gaumont, il y avait une délégation de la ville du Robert. Et ils sont allés voir les ministères. Alors, je pense pouvoir dire que, on le sait, M. Azero, qui est le président de Cap Nord, c'est un mec d'une efficacité redoutable, puisqu'il connaît du monde, il a des entrées, apparemment, il est très bien avec le président de la République. Et en fait, ils sont allés défendre leur dossier. Voilà. On a l'habitude d'avoir, peut-être que c'est le président de la collectivité qui représente, mais en réalité, voilà, monsieur Azero, il a mobilisé ces gens. Alors, il y a beaucoup de dossiers qui sont en attente au niveau de Cap Nord. Par exemple, le maire du Gaumont qui a beaucoup d'ambition sur le plan, par exemple, de la jeunesse au Gaumont, installer un dojo, entre autres, mettre des éléments de sécurité, mettre des caméras. Il a un certain nombre de projets et tous ces projets-là, ça ne va pas assez vite. Donc, si vous voulez, ces rencontres sont destinées à favoriser l'accélération de la gestion des dossiers. Alors, on parle, bien évidemment, ils ont beaucoup discuté financement. Comment financer, comment faire au plus vite. Et le maire du Gaumont, il dit quelque chose qu'on a déjà dit ici, c'est que il dit qu'il a l'impression que la Martinique il y a un mauvais regard vis-à-vis des Martiniquais dans les administrations. Donc, bon, on avait déjà parlé de ça aussi. Et je crois que même Aimé Césaire avait eu l'occasion de dire qu'il y a une espèce de méfiance. Enfin, je ne sais pas si c'est ces termes, en tout cas. Mais, si vous voulez, ça m'a interpellé puisque le maire du Gaumont a repris cet élément en disant effectivement qu'il y a une situation qui ne favorise pas, à la différence de la Réunion, qui a été pris en exemple, qui ne favorise pas l'exécution rapide des dossiers. Alors, ce qu'on peut dire, si vous voulez, c'est que chacun est intervenu en disant la chose suivante, parce qu'il partage aussi une ambition, il partage l'ambition de rendre le Nord plus attractif.
il considère bien évidemment qu'il n'y a pas d'équilibre véritablement entre les autres communautés d'agglomération et le Nord, et que le Nord a besoin d'une politique nouvelle de développement, il y a besoin de financement nouveau. Ce qu'on peut dire, si vous voulez, manifestement, c'est que ça se serait bien passé, parce qu'ils sont retournés avec beaucoup de satisfaction. Il y a Christelle Rizal, qui est adjointe à la mairie de Goma, elle a dit qu'il y a des pistes de solutions qui ont été entamées, et elle a conclu en disant, aujourd'hui, nous avons été entendus. Et puis, il y a un autre collaborateur, je pense, qui a considéré que quand il y a à zéro, les choses avancent. Voilà. Donc, les élus martiniquais doivent se rendre à Paris pour défendre des projets relevant de politiques, je le précise, territoriales qui sont déjà financées. OK? Bon. Alors, la question, est-ce que c'est l'expression du déficit d'ingénierie, des dysfonctionnements de gouvernance et une coordination insuffisante avec ceux qui sont responsables de faire avancer? Il faut un ordre dans les choses. À faire avancer les dossiers des PCI et des communes et des autres collectivités, c'est la CTM. Ou éventuellement, les collectivités locales, mais pas une délégation de 5-6 personnes. Il ne s'agit pas de faire du complotisme et de faire des... C'est très bien ce que tu dis là, parce qu'en réalité, ils bougent, ils font des choses positives. Mais quand on réfléchit un peu plus, on se demande où on va. Parce que si chaque commune, si chaque collectivité envoie tous les mois une dizaine de personnes pour faire donner le budget pour ramasser les poubelles et tout, on aura 300-400 personnes qui montent dans les bureaux, où tu as des personnes qui te regardent, qui voient que tu as mis des mocassins marrons avec un costume bleu, une cravate bizarre, etc. C'est ce qui se passe dans la réalité. Non, je ne vais pas faire le débat. Alors, les projets sont un dojo, des équipements sportifs, de la vidéoprotection. Est-ce que ça correspond réellement à ce qui pourrait justifier un mouvement, un déplacement, savoir déclin démographique, vieillissement de population, accès aux soins, emploi et développement économique? Moi, je dis qu'en réalité, la campagne a débuté pour le changement d'équipe à la tête de la collectivité, d'autant plus que M. Letchimy a dit Urbi et Orbi qu'il ne va pas y revenir. Et ne nous laissez pas influencer par la communication des communicants qui disent que la vie est rose. Je le disais encore à quelqu'un d'Antilla, sans rentrer dans chaque fois la critique fulgurante, etc. Méfiez-vous des communicants, ils ont fait des études pour ça, donc pour eux, la vie est rose, il n'y a pas 30% de la population sous le seuil de pauvreté, il n'y a pas des jeunes qui ne reviennent pas, il n'y a pas le vieillissement de la population. Et sur ça, on va parler d'Ignace, 25 mai 1802. Je t'en prie, vas-y. Oui, alors, pour bien comprendre de quoi je veux parler, à savoir la Guadeloupe en 1802, je rappelle qu'en 1802, c'est le rétablissement de l'esclavage en Guadeloupe et que habituellement, on a retenu que Delgrès s'est fait sauter au fort du Matouba. Absolument. Mais il faut remonter plus loin. Pour comprendre Delgrès, il faut comprendre Ignace. Ouais. Et pour comprendre Ignace, il faut comprendre que la Guadeloupe n'est pas la Martinique, c'est-à-dire que quand la Convention abolit l'esclavage à la suite de ce qui est l'abolition prononcée à Saint-Domingue en 1794, Victor Hugues est envoyé en Guadeloupe, il se bat contre les Anglais et il gagne les Anglais, ce qui fait que les Anglais n'occupent pas la Guadeloupe et que la Guadeloupe connaît l'abolition de l'esclavage en 1794, alors que la Martinique est occupée par les Anglais et ne connaîtra pas l'abolition de l'esclavage. Donc, on a une île qui connaît l'abolition. Et Victor Hugues, pour se battre contre les Anglais, a besoin de constituer... Alors, il se bat contre les Anglais et il se bat aussi contre les royalistes, parce que c'est la Convention, c'est la République. Oui. Et il y a les partisans de la royauté et il faut les combattre. Donc, il se bat sur deux fronts et il constitue une armée composée notamment de Noirs. Et Ignace fera tout de suite partie de l'armée qui est levée par Victor Hugues. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est plusieurs milliers, hein, c'est pas 200 personnes, c'est plusieurs milliers. Et que de 1700, alors Victor Hugues reste en Guadeloupe jusqu'à 1798. 1798, il ne faut pas oublier, j'ouvre la parenthèse, que jusqu'en 1796, la guillotine a fonctionné
vraiment de façon très intensive. Je donne la formule vent contre vent. Très intensive. Vent contre vent. Et que notamment les colons, les planteurs blancs de Guadeloupe en ont fait les frais C'est en ça. majorité. C'est ça. Toujours est-il que après la convention, il y a le directoire, que le directoire envoie un délégué que les Guadeloupéens renvoient, et qu'après, il y a le coup d'État de Bonaparte, et que Bonaparte décide d'envoyer 2 expéditions, l'une à Saint-Domingue avec Leclerc et l'autre en Guadeloupe avec Richepense, et que tout le monde ne comprend pas tout de suite, mais en tous les cas, Ignace, lui, quand le Richepense arrive, il comprend qu'il doit rétablir l'esclavage, et d'emblée, il s'oppose. Il dirige un fort en Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre, et il refuse de laisser rentrer les soldats de Richepense. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le délégué du directoire, qui s'appelle l'amiral Lacrosse, il va être arrêté par Ignace, et que l'aide de camp de Lacrosse, c'est Delgrès, et Delgrès, à ce moment-là, va choisir son camp, c'est-à-dire qu'il va choisir ceux qui vont se battre contre le rétablissement de l'esclavage, et il va laisser Lacrosse être arrêté et être emmené. Il va arriver à la Dominique. Et à ce moment-là, donc nous sommes en octobre 1801, et de octobre 1801 à mai 1802, il y aura donc l'affrontement de tous ceux qui sont contre le rétablissement de l'esclavage, mais notamment avec des hommes qui sont aguerris, armés, donc Ignace et Delgrès. Ignace est à Pointe-à-Pitre, Delgrès est à Basse-Terre, et que la lutte ne sera pas facile pour Richepense. Il va finalement gagner, et parce que les forces, les moyens, c'est-à-dire les canons, les obus sont importants. Et donc Ignace, lui, va se retrouver à Pointe-à-Pitre, à Fort Bainbridge, tandis que Delgrès va être à Matouba. Et en ce qui concerne Ignace, plutôt que d'être pris quand il va se rendre compte, il va donc se brûler la cervelle. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sa tête sera coupée et sera promenée dans Pointe-à-Pitre pour servir d'exemple aux autres. Delgrès, lui, va se retrouver au Matouba, et quand il va comprendre qu'il va être, il se fait exploser avec des hommes. La leçon qu'il faut retirer, et ça me paraît important, c'est que l'exemple de la Guadeloupe va faire comprendre à Saint-Domingue que Leclerc est bienvenu rétablir l'esclavage, et c'est donc l'exemple de la Guadeloupe qui va leur faire comprendre qu'il faut continuer à se battre, et qui vont faire que Saint-Domingue va se battre et gagner et devenir indépendante. Donc l'exemple de la Guadeloupe, sans compter le fait qu'il y a une tradition, et dans l'imaginaire populaire, le fait que des Guadeloupéens se soient battus à la fois contre les Anglais, contre le rétablissement de l'esclavage, dans l'imaginaire guadeloupéen, c'est une donnée que nous, par exemple, nous n'avons pas. Ces événements fondateurs demeurent peu connus du grand public français, puis antillais aussi, hein. Peut-être un peu plus en Guadeloupe, naturellement, comme tu viens de le dire. Alors qu'ils constituent quand même l'un des épisodes les plus marquants de la lutte pour la liberté dans l'histoire nationale, puisque jusqu'à preuve du contraire, nous sommes sur un territoire, sur un espace national. Pourquoi donc le sacrifice d'Ignace, Joseph Ignace, c'était ça, Joseph, est souvent éclipsé par la mémoire de Delgrès et de Matouba? Bon, c'est parce que Delgrès, c'est un côté plus, l'explosion peut-être, c'est un côté plus romantique, on ne le saura jamais. En tous les cas, on constate que la violence d'une répression pour le rétablissement de l'esclavage dans un pays qui venait de connaître la révolution 1789, l'apport des idées de liberté, d'humanisme, ça c'est quand même, faut pas moi je veux bien être républicain, d'accord, mais il y a quand même une spécificité de notre histoire qui nous fait adopter le cadre général républicain, mais en exigeant quand même qu'on en tienne compte de nos particularités historiques et qu'on ne les oublie pas. Sans mettre de sang, jeter le bébé avec l'eau du bain. Oui, juste pour ajouter, Ignace se tue, oui. Oui, mais il faut savoir qu'il y a 250 personnes qui sont arrêtées et qui vont être exécutées. Hein.
Donc, la répression est féroce. Hein. C'est ce que je veux dire. Les 80 ans, oui, de la départementalisation, Emmanuel. Alors, oui, la loi de départementalisation 1946 marque la fin de l'ère coloniale. Donc, on aurait pu se dire, c'est une bascule, et donc on est tous derrière cette loi de départementalisation pour la commémorer comme il se devrait. Or, force est de constater que les 80 ans, ça a été un épiphénomène. On n'a pas vu les grandes gerbes de manifestations comme tu l'as si bien dit dans la note que tu m'as envoyée. Donc, pourquoi on ne commémore pas autant cette loi qui est censée tourner une page difficile de notre histoire et qui est censée apporter des progrès d'égalité importants. Et effectivement, quand on regarde ce qui s'est passé depuis 1946 jusqu'à aujourd'hui, ce serait malhonnête de dire qu'il n'y a pas eu des évolutions dans la santé, dans l'accès aux soins, dans l'accès à la sécurité sociale, dans toute une série de domaines. Et donc, on peut s'interroger. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est au-delà des poncifs qu'on entend sur le sujet, ce qui est intéressant de noter, c'est que cette loi de départementalisation, elle a finalement installé la Martinique dans un certain confort économique et qui a été interprétée comme étant un moyen d'enlever la capacité d'autonomie économique. Et donc, c'est ça, je pense, le point de départ. Et c'est vrai qu'on constate que l'émancipation économique des forces vives martiniquaises ne s'est pas déployée compte tenu du fait qu'un nouveau confort s'est installé, que la Martinique est devenue plutôt un pays de consommateurs avec des flux sociaux qui sont arrivés. Et ce manque d'émancipation économique a réveillé une pensée politique qui consiste qui est une pensée, je dirais, que je vais qualifier un peu d'identitaire et de fierté identitaire, qui prend plusieurs couleurs, soit une couleur, on va dire, franchement séparatiste, soit une couleur de distanciation nationale. Et donc, c'est vrai que quand on regarde les alternances politiques depuis cette époque, on alterne entre des mouvements qui sont plutôt à gauche et qui cultivent plutôt un discours d'autonomie identitaire. Et bien, petit à petit, ce discours est devenu un peu le champ culturel naturel face auquel revendiquer une appartenance française devient compliqué politiquement. Et c'est comme ça que petit à petit, il y a cette idée culturelle, cette pensée séparatiste culturelle, enfin, peut-être pas séparatiste, cette pensée identitaire culturelle qui est devenue un peu la grille de lecture du schéma politique martiniquais. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on pourrait assimiler ce manque de commémoration à une forme de honte assimilationniste, d'une certaine manière. Parce qu'il y a un transfert de pensée qui consiste à dire que la départementalisation, c'est un peu la suite du colonialisme vu sous une autre forme. En tout cas, c'est une interprétation qui en est faite par les esprits, par la pensée politique qui joue de ce ressort pour cultiver une pensée identitaire. Donc voilà un peu ce qu'on pourrait dire là-dessus. Et puis derrière, une fois sur ce substrat, il y a la désillusion sociale qui s'installe, où là on rationalise peut-être sur la base de cette pensée des choses qui ne sont pas forcément fondamentales, et on oublie objectivement d'admettre les progrès de la départementalisation. Et je terminerai avec ça, mais il y a une phrase que je dis souvent, mais qui s'applique bien dans le cas d'espèce, c'est « quand je me regarde, je me désole ». Quand je me compare, je me console. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que la départementalisation n'a pas eu des progrès quand on regarde la manière dont nos pays voisins ont évolué sur tous ces aspects-là. Ce serait assez malhonnête de mettre à bas la départementalisation. Moi, ce que je veux dire sur ça, c'est que quand on est libre d'esprit, quand on est
débarrasser du fratras idéologique, et du discours politique, philosophico-politique qu'on nous a assez ressassé. On peut très bien considérer que la départementalisation, c'était une étape et qu'on va continuer ensemble, parce que c'est impossible de le faire de façon séparée, de façon, par groupe, par politique, par strates séparées, par couleur de peau séparée, et qu'ensemble, parce qu'on aime son pays, parce qu'on aime les 30% de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté, parce qu'on comprend l'avantage qu'il y a à faire partie d'un ensemble, de grand ensemble en quelque part, et puis européen, parce que ça a des avantages. Quand on voit les problèmes, la ruée des émigrés vers cet Eldorado qui est justement le pays caucasien, enfin les pays que l'on a l'air de mépriser, on peut très bien en personne évoluée, en personne intelligente, en personne mature, décider que c'était une étape. Maintenant, il faut penser au développement économique, se réunir pour voir si c'est possible. Et peut-être que c'est pas possible de changer de modèle économique. Peut-être que c'est pas possible d'arrêter d'être d'énormes consommateurs et puis de dire qu'on va produire et qu'on aura l'autonomie. Mais au moins qu'on se mette ensemble pour y réfléchir et y penser. En tous les cas, Léon XIV, pour sa part, demande pardon et Frédéric va nous dire pourquoi. Oui, Léon XIV, dans sa belle encyclique Magnificat Humanitas, demande non seulement pardon pour l'esclavage, pour les méfaits et pour les conséquences catastrophiques de cette période, de cette traite, et plus que demander pardon, il reconnaît non seulement la faute de certains chrétiens, mais il reconnaît aussi les silences, les textes et les responsabilités institutionnelles, à bien distinguer de la demande de pardon. C'est un rajout, ça fait partie d'une dynamique de Jean-Paul II en 1992 sur l'île de Gorée. On ne peut pas aborder le sujet de l'esclavage et de l'Église catholique sans citer ce qu'on appelle les 3 encycliques du XVe siècle, les encycliques de la honte. La première encyclique étant Dum Diversas en 1452, qui autorisait la réduction en servitude des populations indigènes, qu'elles soient ennemies ou qu'elles soient non-croyantes. La deuxième encyclique, c'est celle de 1455, Romanus Pontifex, qui prolonge la logique en autorisant la colonisation en Afrique par le Portugal. Et la troisième encyclique, c'est Inter Cetera, 1493, qui accompagne le partage du Nouveau Monde entre l'empire, parce que c'était un empire colonial à l'époque espagnol, et l'empire portugais. On ne peut pas ne pas citer ces textes qui n'ont pas valeur dans l'Église de dogme, qui sont des magistères, des avis bien tranchés de l'Église à ce moment. Et il y a, à partir du XVIe siècle, 1537 pour être exact, un remaniement, une évolution. C'était avec Paul III qui affirme que les peuples indigènes sont pleinement humains et qu'ils ne doivent pas être privés de liberté. Et puis à partir de ce moment, dès le XIXe siècle, qui corrobore cette période abolitionniste, Grégoire XVI condamne la traite explicitement, et en 1888, Léon XIII la défend plus clairement avec l'abolition dans son encyclique In Plurimis. Donc, quelles sont les conséquences? Parce qu'à chaque fois qu'on voit des demandes de pardon, qu'on observe des demandes de pardon et des reconnaissances de responsabilité, on sait que les prochaines étapes seront un approfondissement. Ce sont des préalables, si vous voulez, à des réparations diverses. On ne sait pas exactement lesquelles, mais on arrive à un degré aujourd'hui où l'Église, quand elle approche sur cette encyclique ces sujets-là, elle va évoluer, et je pense qu'il y aura une continuité. Comment sera-t-elle? Sous quelle forme sera-t-elle? Je l'ignore. En tout cas, quand il y a un petit peu d'études pour aller vite, de l'histoire noire et du catholicisme, ce n'est pas si noir ou blanc, sans mauvais jeu de mots. Je vais prendre l'exemple au XVIe siècle, pendant cette période où justement l'esclavage et l'esclavagisme battaient son plein. L'Église a tout de même, je fais référence au sublime ouvrage de Dominique Maillet à ce propos, Maillet, à ce propos, un esclave noir, Saint Benoît de Palerme, était pendant ce temps en
Italie, reconnu comme saint et canonisé à sa mort en 1583. On était en plein XVIe siècle, dans une période très particulière. On peut aussi citer Sainte Bakita, qui était née libre, esclave à 7 ans et qui a été ensuite d'abord béatifié et canonisé, sans compter, parce que justement ton sujet m'a fait m'y intéresser, tous les saints noirs d'Afrique noire des débuts de l'Église, qui n'étaient pas canonisés officiellement, mais qui étaient reconnus. Donc c'est une histoire entre ombre et lumière, qui est celle de l'esclavage et de l'Église. Je ne sais pas pourquoi, mais il m'est venu à l'idée de réfléchir à ce qui se passera après. Alors, revenons sur le sujet du code noir. Donc, si j'ai bien compris ce que tu as dit, les bulles, les encycliques, les bulles papales qui justifiaient, qui étaient des textes de loi de l'Église, permettaient, autorisaient, suscitaient, incitaient à les coloniser, puis à les considérer ces hommes comme des sous-hommes. Enfin, vous connaissez l'histoire aussi bien que nous. Qu'est-ce qu'il va faire le pape, la prochaine étape, parce qu'il faut réparer, parce que sinon, il y a le mire, il y a M. Malsa va regarder le pape au milieu des yeux, il va lui dire, fais bien attention à ce que tu fais. Si tu abroges, ça veut dire que tu reconnais que le régime, vous vous souvenez de l'analyse que Daniel avait faite, si tu abroges, ça veut dire que tu considéreras que ces bulles, ces papales étaient valables, et en leur temps qu'elles avaient une valeur légale, il y avait une valeur législative de ton monde, qui à l'époque était le monde catholique, était complètement jumelé avec le monde profane. Donc tu vas maintenant, qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce que tes dispositions législatives, est-ce que ton champ de compétences, ton autorité te permet maintenant non pas d'abroger, mais d'annuler? C'est le sujet que tu vas traiter pour nous dans une prochaine étape. Avec grand plaisir, parce que j'ai déjà, je crois, des suggestions. Très bien. Prospective financière 2026-2030 de la Martinique, ça c'est un gros morceau, Emmanuel. Et c'est toi qui vas le traiter. Oui. Prends ta respiration. Je prends ma respiration. Bon, oui, c'est un sujet important parce que la collectivité aujourd'hui, en dessinant cette prospective financière sur les 3 prochaines années, fait le constat de ces immenses difficultés financières. Et elles sont très importantes. Elles sont très importantes parce que la capacité de désendettement de la CTM aujourd'hui est de 24 années, quand la moyenne de désendettement des autres collectivités de France est de 9 ans. Donc ça vous montre l'ampleur des difficultés. Alors, pourquoi ces difficultés? Bon, d'abord parce qu'en effet, ça c'est ce sur quoi Serge Letchimy pointe le doigt, c'est le fait que l'État ne compense pas suffisamment les charges qu'assume la collectivité, notamment sur le plan social. Et donc, il y a beaucoup d'explications de cet ordre-là qui sont données. C'est vrai que la France a ses propres difficultés et les collectivités ne sont pas suffisamment aider à la hauteur des engagements qu'elle doit assumer. Donc c'est ça que vit aujourd'hui la collectivité territoriale. Mais j'aurais voulu aller un peu plus loin quand même dans l'analyse, parce que moi j'ai 2 angles qui me paraissent intéressants d'explorer en la matière. Moi j'ai regardé 2 chiffres. J'ai regardé ce qu'on appelle le taux d'activité à la Martinique, comparé au taux d'activité à la Guadeloupe, à la Réunion et à la France hexagonale. Le taux d'activité, c'est le taux d'emploi. Et il y a un rapport qui a été fait par DME, qui est un cabinet d'études assez robuste, et qui démontre le coût pour les collectivités du manque d'activité, du manque d'emploi dans un territoire. Et nous sommes à, je crois, 56% de taux d'activité contre 70% en hexagone. Non, contre 63%, pardon. Oui, c'est ça. On a un différentiel d'à peu près 10 points. Et ça coûte énormément d'argent et c'est mesuré, c'est valorisé à la hauteur pratiquement du déficit de la CTM. C'est ça. Et donc, une fois qu'on pose le problème comme ça, on doit se dire que la stratégie économique doit consister avant tout à pousser les entreprises à générer de l'emploi. C'est ça le mécanisme. Or, on n'est pas dans cette dynamique, réellement. Et donc, ce combat, donc, c'est ce qu'on appelle les politiques de l'offre, et certains pays l'ont compris, elles ont pour objectif, finalement, de réduire les difficultés financières des collectivités. Et donc, c'est pour ça qu'on le dit souvent, d'ailleurs, autour de cette table, l'urgence qu'il y a de réconcilier le monde économique et le monde politique, eh bien, ce n'est pas simplement pour faire plaisir aux entreprises,
c'est pour assainir les comptes publics de nos collectivités. Donc ça, c'est un premier axe et j'aimerais bien qu'on l'entende. Priorité à l'emploi, priorité aux capacités de nos entreprises qui sont déjà très fragilisées à se redéployer pour générer de l'emploi. C'est le premier point. Et puis le deuxième point, alors là, je ne vais pas me faire beaucoup d'amis, j'ai regardé un deuxième chiffre qui est le nombre d'agents moyens par collectivité. Et aujourd'hui, en Martinique, sur 1000 habitants, on a à peu près 40 agents sur 1000 habitants contre une moyenne nationale qui est de 27 agents sur 1000 habitants. Là aussi, il y a des cabinets qui ont étudié l'impact. Et l'impact, alors je vais vous dire tout de suite, je vous donne le chiffre réel pour la Martinique, c'est un impact à 360 millions d'euros par an de surcoût. Et c'est un surcoût qui est payé par qui n'est pas payé par l'État, parce que là, on parle des collectivités territoriales, en fait, qui est payé par vous et moi, par les contributeurs à travers l'octroi de mer, à travers... Et donc, c'est un chiffre qu'on exprime assez peu et qui est pourtant fondamental et qui explique d'ailleurs les grandes difficultés de pouvoir d'achat des Martiniquais. Parce que 360 millions d'euros, ça fait 1 000 euros par personne. Ça veut dire que toi et moi, chaque année, on immobilise 1 000 euros. Et si j'ai une famille avec 5 enfants ou 3 enfants, plus mon épouse, ça me fait 5 000 euros de moins de pouvoir d'achat parce qu'il faut financer un surcoût d'effectifs, lequel surcoût est majoré par les 40%, vous savez bien. Donc, il y a une espèce d'effet inflationniste. Et le problème de nos collectivités, il est là aussi. Alors, ce sont deux sujets qui paraissent un peu d'injonction contradictoire parce qu'à la fois, il y a une urgence à appuyer sur la pédale d'accélérateur pour réveiller l'économie et remettre de l'activité. Ça, c'est la stratégie fondamentale. Et en même temps, une urgence à réduire les coûts de fonctionnement. C'est jamais agréable à entendre, mais il faut le dire aussi, si on veut sortir de l'ornière, parce que tout le reste, eh bien, je pense que ce seront des vœux pieux. On va effectivement continuer de demander à l'État d'abonder, mais objectivement, on ne va pas y arriver parce que je ne pense pas que l'oreille de l'État soit très propre en ce moment pour entendre ce genre de demande. Moi, je n'ai qu'un questionnement. Je n'ai rien à lire, mais il me vient à l'instant. Est-ce que M. Letchimy, qui a annoncé son départ, et qui donc fait tout maintenant pour trouver des trajectoires économiques, mettre au point des études, faire des propositions, M. Letchimy ne peut pas être suspecté comme je l'ai fait peut-être avec une certaine méchanceté, je m'en excuse, à l'égard de mes amis du Nord qui sont montés à Paris faire un petit tour. On ne peut pas le suspecter de vouloir être réélu, d'activement préparer un pré-programme. Donc, je pense qu'il est sincère. Est-ce qu'il n'est pas trop tard? Ma question est tout simple et je ne veux pas de réponse. C'est une fausse question. Est-ce qu'il n'est pas trop tard, malheureusement? Est-ce qu'il n'a pas perdu la confiance du monde économique pour pouvoir créer l'emploi, changer l'atmosphère de cette île, faire nos enfants revenir, rester et travailler, et puis justement créer cette activité, remonter ce coefficient d'activité, avoir plus d'impôts et puis rétablir la barre? Culture, jingle. Déjà. Trop tard. Bordeaux au XVIIIe siècle. C'est ça. Oui. Le commerce atlantique et puis l'esclavage, parce que c'est notre obsession, ça n'y peut rien. C'est pas notre obsession, mais nous étions dans le mois des mémoires et je pense que nous avons abordé la question par plusieurs bouts. Et il est temps de considérer qu'il n'y aurait pas eu d'esclavage s'il n'y avait pas eu de traite. Et il n'y aurait pas eu de traite s'il n'y avait pas eu une volonté de la part des institutions, de l'État, de négociants, d'armateurs, etc. Des chefferies africaines aussi de nous vendre. Alors, non, c'est pas là l'objet du sujet. Ouais. Nous sommes le commerce atlantique et Bordeaux. Ah bon. Et donc, le sujet, c'est celui-là. Et donc, Bordeaux était une façon d'illustrer cette problématique, parce que si l'on se promène à Bordeaux et qu'on regarde la façade des immeubles, on verra qu'il y a ce qu'on appelle des macarons, qui sont en forme de
figure de nègre. Si l'on se promène dans les musées d'Aquitaine, il y a un certain nombre de tableaux où vous verrez des familles qui posent avec des femmes noires, des enfants noirs, parce que ce sont des domestiques. Si on regarde les inventaires des familles bordelaises, on va trouver un certain nombre d'objets qui ont trait directement à la traite et à l'esclavage. Et c'est donc là, il faut partir au point de départ. Le point de départ, c'est que la royauté autorise des compagnies privées à faire le commerce triangulaire. Et ces compagnies privées vont armer des bateaux pour aller en Afrique chercher des futurs esclavisés, les emmener dans les Antilles et revenir en France pour ramener la marchandise produite aux Antilles. Et ce système-là va produire la richesse, non seulement des compagnies, mais de l'État aussi, puisque l'État va taxer. Les compagnies vont payer des taxes et des droits. Les ports, alors Bordeaux n'est pas le premier, c'est Nantes qui va commencer. Oui. Et les ports tous les ports ne vont pas pouvoir faire le commerce transatlantique. Et les ports vont payer au royaume. Et les armateurs, qui sont les plus gros bénéficiaires au niveau de la fortune, vont armer ces bateaux. Et quelquefois, les expéditions sont très nombreuses et peuvent rapporter 800% de profit. Et à côté des armateurs, il y a les banquiers qui vont financer. Il y a les assureurs qui vont assurer la cargaison. Et puis, il y a les négociants. Ceux qui vont, parce qu'ils vont prendre des parts dans les expéditions. Mais les négociants vont être aussi ceux qui vont permettre de dispatcher la marchandise. Et Bordeaux, pour revenir à Bordeaux, a l'avantage sur Nantes d'avoir un arrière-pays qui pourra alimenter les ports. Parce qu'à côté de tous ces institutions, il y a les commerçants et industriels. Parce qu'il faut faire des voiles pour les bateaux, il faut faire des cordages, il faut faire des tonneaux, il faut que la marchandise soit amenée, le vin, etc., etc. Et quand la marchandise arrive des Antilles, il faut qu'elle soit dispatchée dans le pouvoir. Donc, il y a toute une chaîne. Et ces personnes qui s'enrichissent vont investir leurs profits dans la banque. Et la première banque qui va pouvoir bénéficier de cela, ça sera la Banque de France, qui sera privée au départ, mais qui va devenir une banque d'État. Et tout le système, et il faut pas oublier, alors je n'oublie pas les planteurs, mais qui sont essentiellement ceux de Saint-Domingue, parce que la Martinique et la Guadeloupe sont des petits à côté de Saint-Domingue. Saint-Domingue, c'est vraiment la richesse. C'est quand même le commerce extérieur de la France repose en grande partie sur Saint-Domingue. Donc, tout cela va permettre un essor, un enrichissement, permettre de faire face à la révolution industrielle qui va se dérouler. Donc, il faut bien comprendre que l'esclavage n'a eu d'objet que pour enrichir ceux qui avaient intérêt en organisant la traite et l'esclavage. Et donc, moi, je crois qu'il faut qu'on ait cette vision pour comprendre le système dans lequel on sait et pour dire qu'à un moment donné, l'esclavage a eu une fin, mais que l'enrichissement, tous ceux qui s'étaient enrichis grâce à ce système, ont continué à faire prospérer le bénéfice qu'ils avaient retiré de cette traite transatlantique et de cet esclavage. Bref commentaire. J'ai la chance extraordinaire d'avoir autour de moi, dans mon action, mon activité, des amis, des camarades, des proches, béquets, chabins, mulattes, nègres noirs, qui se sont affranchis de la rancœur, de la rancune ou de la culpabilisation imbécile, et pour regarder en face l'histoire et puis avancer. Jingle, musique. Bon, alors préparez-vous à quelque chose d'extraordinaire. Roulez, vieux frère. Roulez. Alors, juste avant, je voulais quand même réagir par rapport au propos d'Emmanuel sur les questions de budget. Vous savez, le Paris Saint-Germain a 850 millions d'euros de budget et
Le Paris Saint-Germain a autant d'employés, sinon moins d'employés que la ville du Robert, qui a 43 millions de budget. Il y a 800 personnes qui travaillent à la ville du Robert. Enfin, je dis ça parce que c'est un élément important. Voilà. Alors aujourd'hui, je vous parle de Christophe Chassol. Christophe Chassol, c'est un Martiniquais, il est originaire de la Martinique, mais il est né à Issy-les-Moulineaux. Ses parents étaient de Rivière-Pilote. Lui, il est pianiste et c'est un pianiste extraordinaire. Je vais vous faire découvrir directement à travers les images que je vais vous proposer l'individu. Allons-y pour la première vidéo. Je m'appelle Christophe Chassol, on m'appelle Chassol. Je suis né en 1976 à Paris. Je suis le fils d'un saxophoniste martiniquais. J'ai fait des études de philosophie et de musique. Je suis compositeur, je suis pianiste et je sors des albums, je fais des tournées, je fais des musiques de films, de télé, de séries télé et je filme aussi, je fais des films, donc je fais ce qu'on appelle de l'harmonisation de discours. Voilà, je mélodifie la parole. Pour qui? Pour quelqu'un qui vraiment connaît pas? Ouais, qui veut découvrir ton univers. Bah, je lui conseillerais d'aller sur le tube. Bon, enfin, vous avez vu un petit peu Christophe Chassol. On va le découvrir à travers ses œuvres. Juste pour vous dire qu'à 4 ans, il a fait le conservatoire. À 18 ans, il est parti, il a retenu une bourse, il était à la Berklee School, à Boston. Et puis, il est chef d'orchestre. À 19 ans, il est chef d'orchestre. Et puis, il fait des choses merveilleuses. Je vous invite à voir ce que je vous propose. Mais c'est vrai qu'il fait un travail sur des images. Il imite les bruits des trains, les sirènes de pompiers à New York. Et dessus, il fait des arrangements musicaux. Mais c'est époustouflant ce qu'il fait. On va continuer à la prochaine vidéo. Vous allez découvrir, je crois que les images ont leur... Alors, ça, c'est avec Pipo Gertrude. Écoutez. C'est un peu la même mélodie, mais il fait des boucles. Il fait des boucles et puis il fait des progressions harmoniques dessus. Donc, c'est jamais les mêmes progressions à chaque boucle. C'est extraordinaire, mais il faut avoir le temps de comprendre. Alors, il y a beaucoup de succès dans les milieux dits autorisés, comme on sait, mais il fait pas de la musique facile, quoi. On continue à le découvrir à travers une prochaine vidéo. Ouais. Varese, il faisait ça. Sa pièce Amérique faisait ça avec les sirènes de pompiers de New York. C'est prendre tous les sons monophoniques et les rendre verticaux, quoi. C'est le siffleur des montagnes. Mais il y en a plein d'autres en Martinique, comme dans les Antilles. Il y a Pipo, le siffleur. Faut pas que j'oublie, je veux remercier Mehdi Monrose,
Parce que c'est Mehdi qui m'a dit, Christian, fais Christophe Chassol. Et je suis allé chercher, effectivement, j'ai trouvé, il y a tellement de choses que je ne suis pas sûr de pouvoir convaincre le téléspectateur de la richesse de ce monsieur qui est un gars bien de chez nous. Hein? Mais on l'a dit, il a fait des musiques de films, il fait des musiques pour des séries, il fait des musiques pour des documentaires. C'est vraiment un compositeur qui est original. Je pense qu'il y a peut-être une dernière vidéo, ce serait bien parce que il travaille sur les chants de la nature et des oiseaux. Ça, c'est très important. Ouais. T'as une ligne comme ça, qui a une ligne toute seule, par exemple d'un instrument monophonique. Et le piano, la guitare, c'est des instruments polyphoniques qui permettent de mettre plusieurs notes en dessous, d'harmoniser, donc de verticaliser les choses, quoi. Voilà, c'est un vrai technicien. Merci pour la découverte. C'est extraordinaire. Donc, Christophe Chassol, hein, il a eu plusieurs albums qu'on peut retrouver bien évidemment sur les réseaux sociaux. Et puis, on dit, sa musique reproduit le temps, l'environnement, il reproduit les bruits de la nature, les bruits des usines, des sirènes, des pompiers. C'est vraiment une démarche exploratoire qui est novatrice, quoi. Et bon, ce qu'on peut espérer, c'est qu'il viendra un jour chez nous, en Martinique, et qu'on pourra déguster le travail de ces gens-là qui ne sont pas ici, mais qui portent la Martinique dans leur cœur, quoi. Voilà. Je vous remercie, Daniel, Emmanuel, Frédéric, Maestro, Christian Boutan. Nous attendons la sortie de ton livre. Oui, c'est très prochainement. C'est avec plaisir que nous allons le présenter dans toute la série. Nous disons que tu seras au Salon littéraire, d'ores et déjà. Oui, tout à fait. Je suis Salon littéraire de Tous Créoles, qui se tiendra le 4 et le 5 juillet dans les jardins de la Fondation Clément. Je vous avertis dès maintenant. Nous avions eu près d'un millier, un peu moins quand même, j'exagère, mais ça c'est l'avocat, de personnes, de visiteurs. On va doubler cette année. Donc on vous attend tous pour nous aider à... Oui, Christian? Pardonnez-moi, comme il l'a dit, on va doubler cette année. Alors moi je vous dis que je présente mon livre le 11 juin à l'Espace Sonate et il n'y a plus de place. Alors je suis désolé de le dire, mais voilà. Venez quand même, il y aura des désistements. Venez quand même, vous pouvez rester, on mettra les écrans à l'extérieur. À la semaine prochaine et merci encore de nous suivre avec fidélité. Au revoir.